Les sauveteurs en montagne, tout le monde pense les connaître, mais qui les comprend vraiment ? Ils exercent l'un des métiers les plus exigeants, souvent d'ailleurs on ne s'en rend compte que trop tard, après un accident. Au travers du regard de 3 d'entre eux, vous allez partager leur quotidien où l'exceptionnel peut surgir à tout moment. Alice Coldefy a 29 ans, elle est aspirante guide de haute montagne et alpiniste chevronnée. Elle est également la première femme dans l'histoire à intégrer le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix. Joël Gaille a 40 ans, il est pisteur secouriste et maître chien d'avalanche. Avec plus de 23 ans d'expérience, il va nous faire découvrir son métier, sa passion pour la montagne et son chien, Vanek, fidèle compagnon depuis 8 ans. Stanislas Prieur a lui aussi 40 ans, il est médecin urgentiste basé au poste de secours héliporté de Courchevel. Cela fait 8 ans qu'il est médecin du secours en montagne, urgentiste très spécial. Sa compétence particulière, c'est la Golden Hour, cette heure cruciale où tout se joue pour les blessés les plus gravement touchés. Ce film commence sur les sommets. Massif du Mont Blanc, 3500 mètres d'altitude, il est 17h30. L'enjeu du secours, ce jour-là, un skieur est bloqué et la nuit va tomber. Là-haut, les températures sont glaciales et sans l'intervention de cet hélicoptère, l'homme aurait très peu de chances de survie. Au bout du câble, Alice. C'est juste que... L'outil que t'as perdu tout. Ouais, en fait, j'étais là-haut, j'ai fait un virage, un ski cassé, j'ai dû taper une pierre ou je sais pas, fixe. Ouais. Du coup, on va mettre ça là. Ouais. C'est beau ski ? Désolé, bah pas tant, j'ai fait 150 mètres. Déjà, je suis pas parti. Reste bien tanké. Ok. La manœuvre peut sembler facile, mais il faut une exceptionnelle maîtrise de la part du pilote et un engagement total de la part d'Alice pour la réussir. Pour Alice, finalement, c'est presque la routine. Implanté au milieu du massif du Mont Blanc à Chamonix, le peloton de gendarmerie de haute montagne, que tout le monde ici appelle le PGHM. 6 sauveteurs ont perdu la vie au cours d'opérations depuis sa création. Chaque année, le PGHM secourt 1500 personnes. Je suis de permanence, je prépare mes affaires, donc ma radio. Il n'y a pas que des hommes parmi les 50 gendarmes, il y a aussi Alice, une femme pas moins méritante que les hommes. Elle est en passe de devenir guide de haute montagne. Elle est déjà considérée comme l'une des meilleures alpinistes européennes. Je vais chercher mes affaires, les gars. Lorsqu'elle est en service, c'est ici qu'Alice démarre chaque journée, avant de se diriger vers la DZ, la Dropping Zone, la base d'envol des secours. Le DZ, c'est la dropping zone. Et c'est là où sont garés, je sais pas si on dit garés pour un hélicoptère, mais en tout cas c'est là où se trouvent les hélicos et les équipages. Enfin, c'est là où tout le monde se retrouve en fait. Les secouristes, les médecins et l'équipage des hélicos. Non, mais c'est au matériel quoi. Alice n'est pas née dans les Alpes, mais à Paris, où son père lui a donné le virus de l'escalade en forêt de Fontainebleau. L'appel de la montagne a finalement été le plus fort. Alice tournera le dos à ses études à la Sorbonne pour prendre la direction de Chamonix. Enfin, le secours, c'était pas du tout une vocation. Je connaissais pas du tout avant d'arriver sur Chamonix il y a 7 ans. Et le job que j'ai trouvé en arrivant à Chamonix, c'était gendarme adjoint au centre d'instruction du secours en montagne. Et c'est là où j'ai découvert le métier de secouriste. On va le retourner. Donc ça m'a bien intriguée, ça m'a plu. Et j'ai décidé de passer en parallèle du probatoire de l'aspirant guide le concours de gendarmerie, de sous-officier. J'ai eu les deux concours, j'ai pu intégrer le PGHM de Chamonix dans la foulée. Assez mythique, non, cette DZ, par son histoire.
Ouais. Si, c'est symbolique. Après, peut-être pour moi un peu moins que le bureau au centre-ville. Parce que c'est vraiment c'est la vitrine du PG à Chamonix. Ici, c'est un peu reculé. Mais c'est vrai que bon, quand t'as les hélicos qui tournent, c'est assez sympa. Avec l'hélico, ça va très très vite. Donc on a les bonnes décharges d'adrénaline. Ça va vraiment très très vite. Quand ça s'enchaîne là, et des fonds sur l'hélico, on sait plus où on habite quoi. La voilà désormais passagère habituelle de Chouka, l'hélicoptère du PGHM, 900 rotations sur le Mont Blanc chaque année. Avec l'hélico, on fait quand même, je pense, peut-être 80 ou 80% des secours, je pense. Mais quand je m'entraîne, c'est toujours avec l'idée qu'il faut quand même assurer si on part à pied quoi. Parce que c'est souvent dans des conditions très rudes. Donc il faut sortir la rusticité, l'efficacité et la solidité, quoi. 9h45, premier appel de la journée. Dans l'axe de base entre Contamine et Saint-Gervais. Je pars avec Alice, ouais. Aujourd'hui on est permanence ensemble, donc voilà. Donc en général on met un ancien entre guillemets guide et puis un jeune, voilà, chez nous on appelle ça un chef de caravane et un membre de caravane dans notre jargon à nous. Donc le truc, tu vois où c'est sur... Comme souvent, les informations sont peu précises. Un homme serait pris de nausées violentes et ne peut plus bouger. Bon, on verra, on va voir ce qu'on peut faire. Allez. La relation avec l'équipage de l'hélico, je me repose complètement sur leurs compétences. Du coup, voilà, je me pose pas de questions, quoi. Quand je vois qu'ils sont détendus, je suis détendue, et quand je vois qu'ils sont peut-être un peu plus... Enfin, quand ils renoncent, ça me paraît normal de renoncer, quoi. Enfin, jamais je remets en cause leurs décisions et leurs compétences, quoi. C'est eux, moi je connais rien en hélicoptère, du coup je vais pas m'amuser à critiquer quoi que ce soit. Face au doute, il est décidé d'embarquer un médecin. Le docteur Frédéric Champly prend place aux côtés d'Alice. Un sac, si le mec il veut dégueuler, on en a un ou pas? Parce que le mec il dégueule là-bas où on va. C'est qui va dégueuler? Le patient qu'on va chercher. Ah, ils sont là? Ok, on en préparera un. Ils sont dans une clairière, soi-disant. Ouais. Alors, soit ils arrivent de l'autre côté, soit ils arrivent de là. Ouais, Et après ils peuvent remonter. Voilà, mais le truc c'est celui-là, non? Ouais, c'est ça. Alors, on y va. Ah, il y a du monde devant nous. Là, à 1h. 11h, pardon. Ok, visuel, c'est devant. La victime est repérée dans une zone très boisée. L'hélicoptère ne peut pas se poser, il faut activer le treuil. Alice passe en mode sauvetage. Elle enlace le médecin, le binôme descend le long du câble. Appuie à droite, si tu veux. Vas-y, bah, continue à droite. Vas-y, poursuis à droite, si tu veux. Ok, top. Ils vont bientôt toucher le sol. Le vent s'est levé, le secours devient un peu plus difficile. Décrocher. Et au moment de te crocher, tu peux dégager verticalement. Voilà, on souffle un peu là quand même. Ouais. Bon, il manque un petit peu d'air, il ira bien après. Ils sont incapables de monter ni de descendre, il est mal. Oui, on va les mettre, je mets la culotte et on va les évacuer tout de suite. Je te fais signe quand on est prêt. Pendant qu'on sera treuillé, vous me tiendrez à moi, mais vous ne bloquez pas les bras, d'accord? Les gestes sont assurés, apparemment faciles, pourtant dans de telles conditions météo, il faut une coordination parfaite entre le pilote et les équipes de secours pour rendre l'opération possible. Un professionnalisme salué partout dans le monde et une exception française, car ces secours-là sont gratuits. Quand on vient en hélico, enfin, moi, après peut-être certains n'estiment pas ça, mais moi j'estime que c'est qu'il y a besoin de nous. Et je suis toujours très contente de monter dans l'hélico et de faire des secours, donc du coup, surtout si tout le monde va bien. Donc non, je trouve qu'il n'y a pas d'abus. Après, l'hélico est là, donc forcément, on l'a derrière la tête. Hein, c'est quelque chose on n'est pas en Patagonie ou en Himalaya. C'est pas le même engagement, mais c'est aussi, on sait qu'on n'est pas en Himalaya, en Patagonie, donc du coup,
forcément l'hélico, le numéro, on l'a en tête, quoi, et je trouve que c'est bien, justement. Ouais, on est posé, tu rajoutes 100 litres, Thierry? D'accord. Il y a eu une alerte pour un malaise vers les contamines. Et donc on est parti aux contamines, on est allé chercher la personne et on l'a amenée à l'hôpital de Sallanches. T'as Troyer quand même? Est-ce que quand même Ouais. le Troyer c'est plus sympa que... Est-ce que t'aimes bien toi? Oui, c'est vrai, ouais, Troyer c'est marrant. Ouais, ouais, c'est sympa. Et il avait quoi ce pauvre monsieur à ton avis? Un malaise, je sais pas trop. Ça n'avait pas l'air trop grave, mais il se sentait quand même pas très bien. Le patron, il est où? C'est dans le vestiaire des pisteurs secouristes de Méribel-Motaré que nous sommes à présent. Chaque matin, Joël et son chien Vanek prennent leur service ensemble. Cela fait plus de 7 ans qu'ils forment ce tandem. Joël, lui, a 23 ans d'expérience derrière lui. Donc là, on est sur la vallée de Méribel, et à Méribel-Motaré. Moi, je suis en poste ici au sommet des Platières. À savoir que sur Méribel-Motaré, on a 5 secteurs. On a le secteur du Pas du Lac, le secteur du Mont de la Châle, le secteur des Platières, Mont-Vallon et Côte-Brune. Donc le matin, quand on ouvre, on fait déjà tout ce qui est information skieur pour la journée, le risque d'avalanche, la météo du jour, la météo même du lendemain. Maintenant, on va jusqu'à là. Télésiège des Combes, téléski du Roc de Tougne, et ça peut vous ramener sur les menus. D'accord. Voilà, bonne journée. Tu fais l'étape de pique-nique aussi, Joël? Non, je ne fais pas l'étape de pique-nique, mais là je suis de permanence au sommet des Platières. Et il fait beau et je suppose que les gens voudront manger au soleil. Donc je leur rends service. Donc là j'avais préparé une petite butte de neige pour entraîner mon chien à temps perdu, on va dire, entre parenthèses. Mais on a eu de la neige ces derniers jours. Et donc voilà ce qu'il en reste. Donc j'en suis arrivé à la pisteur secouriste maître chien d'avalanche parce que les autres pisteurs qui avaient des chiens d'avalanche m'ont donné cette envie-là. Et donc j'ai eu l'opportunité de prendre un chien d'avalanche que j'ai choisi, que j'ai acheté. Le S3V m'a financé ma formation donc de maître chien d'avalanche, que j'ai réussi. Le métier de maître chien, c'est vraiment une relation entre le maître et le chien. Il faut déjà aimer son chien pour pouvoir avoir une très bonne complicité. C'est une relation au quotidien, été-hiver. C'est pas que l'hiver, on vient avec son chien sur site et puis on le fait travailler quand on peut le faire travailler. On va en avalanche, c'est du quotidien, le chien, on s'en occupe. J'ai trouvé vraiment une passion dans la recherche en avalanche. Ça me plaisait, ce moment de stress qui est intense, il faut essayer de penser à tout dans un moment concentré. On a une vie à sauver, la personne est en train compte vraiment sur nous. Donc là, je fais un petit exercice avec mon chien. J'avais préparé à l'avance un trou. J'ai un collègue pisteur, donc Greg, qui est venu me filer un petit coup de main. Je viens de l'ensevelir dans le trou et je vais faire travailler mon chien à la recherche. Greg est à l'intérieur du trou avec un objet. On habitue le chien avec cet objet dès son plus jeune âge à assimiler l'objet à un être humain. Et donc en fait le chien, quand il recherche, ce qu'il recherche là-dedans, c'est la récompense, c'est de retrouver son objet avec l'odeur humaine que Greg dégage. Pas bouger.
Dans ta vie de pisteur, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué et dont tu peux nous parler, ou c'est des choses dont tu n'as pas envie de parler? Ouais, il y a des choses qui marquent, hein, bien sûr, des choses qui nous touchent. Mais bon, c'est des choses qu'on va parler entre nous, mais on n'a pas trop envie de s'étaler là-dessus. Et ouais, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans en arrière, il y a quelque chose qui m'a touché. Il y a eu une avalanche. Et non, j'ai pas envie d'en parler de ça. Ouais, laisse tomber. Comme la plupart des gens de la montagne, Joël est un homme pudique. Il ne raconte pas ses exploits, ses souvenirs, il préfère les garder pour lui. Comme ce terrible accident du Mont Vallon qu'il n'a jamais oublié. Malgré tous les moyens mis en œuvre, les secours n'avaient pas retrouvé un homme emporté par l'avalanche. Un échec inacceptable pour Joël. À la fonte des neiges, il est reparti sur le secteur pour finalement retrouver cet homme au bout de 17 tentatives. Allez, on sort. Allez, on sort. Allez. Des études récentes ont démontré que les chances de survie en avalanche sont directement liées à la durée d'ensevelissement. Elles sont proches de 100% en dessous des 18 minutes et puis à peine 35% après 35 minutes. Le seul secours efficace reste donc la recherche par les skieurs sur place. Ah, bordel. Il va te bourrer dans le trou, mais faut pas que tu te laisses aller. J'ai un chien, moi, qui trouve les gens, mais il aime bien rester au fond du trou. Donc, mais bon, l'important, il trouve. Allez, voilà. Allez, là-bas. Depuis quelques années et grâce aux récentes évolutions technologiques, plusieurs types de matériel ont fait leur apparition. Comme l'ARVA, l'appareil de recherche de victimes d'avalanche, un émetteur-récepteur qui permet de localiser rapidement le skieur enfoui sous la neige. Il permet d'effectuer des recherches sans aide extérieure et de maximiser les chances de retrouver la victime dans le temps imparti. Le sac à dos ABS, lui, est constitué de 2 poches d'air de 75 litres dont le gonflement peut être déclenché par le skieur. Ce système permet de rester en surface et donc de ne pas être enseveli. On a un autre moyen qui existe qui s'appelle RECO. Le RECO, on l'a sur tous les postes de secours. C'est un système qui nous permet de faire la double recherche, recherche DVA et recherche RECO aussi. Le RECO, c'est une petite pastille comme celle-ci, qui est souvent mise dans les vêtements ou dans les casques, et qui nous permet à nous en fait d'envoyer une onde qui est reflétée par la pastille et ainsi de trouver la personne. L'intervention des pisteurs secouristes est un maillon absolument indispensable et primordial dans la prise en charge des victimes d'avalanche. Ils connaissent très bien leur secteur, ils sont présents bien avant nous régulièrement. Nous, on va mettre tout en œuvre pour intervenir le plus rapidement possible et le plus professionnellement possible. Il est certain que malgré toute la rapidité qu'on peut apporter à nos interventions, de toute façon, on va être rapidement dans des délais d'intervention qui vont être longs. Les patients en général qu'on sort vivants, c'est grâce aux camarades pisteurs secouristes qui ont déjà extrait les victimes. T'as encore sauvé une vie? Collision sur piste, avalanche, traumatisme sévère, Stanislas Prieur est sur le pied de guerre. Dans cette saison de sport d'hiver qui donne parfois à la montagne des airs de champ de bataille, ce médecin urgentiste est chaque jour confronté à des accidents parfois très graves. On a une évolution dans la pratique du ski alpin, notamment avec le port du casque qui est généralisé pour les enfants, mais qui tend à se généraliser de plus en plus pour les adultes, et qui est un accessoire de sécurité absolument primordial à mon sens. Ça, c'est pour tout ce qui est partie piste, et pour tous les pratiquants du ski hors piste dont je fais partie. Le triptyque ARVA, pelle et sonde est quelque chose d'indispensable, on le répétera jamais assez. Le sac ABS qui est un vrai accessoire de sécurité en plus, mais qui n'est pas une garantie. Depuis quelques années, les services de piste font un gros travail de damage, un gros travail de préparation des pistes. C'est très bien pour les skieurs, ça entraîne également des vitesses qui sont plus importantes et par conséquent un risque de collision plus important.
Tu veux que je fasse un essai avec un portatif ? Le service mobile d'urgence et de réanimation en montagne dont fait partie Stanislas est basé à l'altiport de Courchevel. Il est activé chaque année entre décembre et fin avril. Il fonctionne avec les hélicoptères et équipages du Secours aérien français. Plus de 500 missions sont réalisées chaque hiver dans toute la vallée de la Tarentaise. À l'intérieur de l'hélicoptère, tout doit être parfaitement arrimé. Voilà, on est prêt à partir. Ce qui me plaît dans ce type d'activité, c'est le fait d'exercer mon métier dans un environnement particulier, d'avoir à prendre des décisions rapides. C'est une activité qui est régulièrement gratifiante parce qu'on a des délais d'intervention qui sont relativement courts et on a une réelle efficacité, notamment dans tout ce qui est prise en charge des arrêts cardio-respiratoires sur piste, qui sont des pathologies relativement fréquentes et un taux de réussite un peu supérieur à la normale. Je vérifie un petit peu tout le matériel qui est miniaturisé à l'extrême. Ouais, c'est bien pris. Nous, on a les 2 hélicos qui sont sur des secours assez lourds. On appelle le service de piste de la panne pour voir s'ils peuvent faire avec leur hélico. Il faut faire du tri. Alors, il faut faire du tri à la fois au chevet des patients, mais il faut faire du tri également de régulation, de savoir s'il faut mieux aller vers tel type de patient en premier ou vers tel autre. Ouais. Le quadrillage. Mais voilà que dans cette matinée, une alerte est donnée. Ça pose. Ouais, faut être sûr parce qu'après sinon c'est pas la même machine qui va partir. Les secouristes de Val Thorens sont au bout du fil. Un enfant aurait percuté un canon à neige. Stanislas passe en mode urgentiste. Sur quoi, Stan, là? Sur un départ sur un enfant inconscient suite à une collision avec un canon à neige. La plupart de nos interventions sont des interventions qui ont lieu sur piste, avec des pathologies qui vont du très simple au très très complexe. Ça peut aller de fractures de jambes douloureuses et difficilement conditionnables par les services des pistes, au traumatisme crânien grave. Dans la tête du médecin, toutes les hypothèses sont passées en revue. Il commence à anticiper toutes les situations possibles. Stanislas sait déjà que l'urgence est vitale. Ses gestes devront être précis. Précis et rapides. Il aura fallu 4 minutes à l'équipage pour se mettre en ordre de marche. Au même moment, Alice part elle aussi sur un secours. Là encore, la victime est un enfant, une jeune fille de 11 ans. Alice est toujours un peu tendue sur les secours médicalisés et quand il s'agit d'un enfant, c'est encore plus difficile. Arrivée sur place, Alice se précipite vers la victime malgré la raideur de la pente. Les pisteurs secouristes sont présents, ce sont eux qui ont donné l'alerte. On va te mettre une ceinture qui va te tenir le bassin, d'accord? Et puis moi je vais te mettre une perfusion, ok? On a fait 1m60 et elle fait 3,40. Elle fait une petite chute là, on vient de glisser sur 20 mètres, elle fait une petite chute. Ouais. Petite chute, puis elle ne peut plus bouger. Voilà. Au ralenti. C'est là que je comprends pas. Mais c'est comme ça.
Voilà. Non, mais les secours sont arrivés rapidement de la station, plus l'hélico après et le médecin, donc ça peut pas être plus rapide, quoi. C'est rassurant. Alors, ils n'ont pas de rôle d'infirmier, ils ont un rôle de secouriste avec des compétences qui sont sous notre responsabilité, un petit peu plus importantes que celles d'un secouriste lambda. Cette proximité qu'on a avec eux est extrêmement importante dans le cadre de nos prises en charge. Ils sont d'une grande aide dans nos médicalisations. On revoit régulièrement le matériel ensemble pour que justement ces médicalisations soient sur le terrain les plus rapides possibles et qu'on puisse évacuer le plus rapidement possible nos patients. T'as mal à quel endroit là? Montre-moi ici. Ici. Là. Ça, okay. Les deux côtés ou quoi là? Les deux côtés. Ok, on la lève, on passe le coquille et on va prendre la retourne. Je vais sur le coquille dans la main, c'est beau. Pas mal où? Les deux côtés là. Ça va là? Ça va mieux? Non, ça va pas mieux. Elle n'est pas choquée, rien du tout, elle n'est pas inquiétante, mais je pense qu'il faudrait quand même rapide lui faire au moins une radio de bassin. Si tu vois pas l'inconvénient, j'adhérerais bien au D1 quand même. Bon. Et ben voilà, tout est retrait, tu vois. On peut laisser là, ça va pas s'envoler. Alors, la priorité de nos interventions, ça reste bien sûr l'urgence vitale extrême. C'est la raison première de notre activité. Maintenant, on a aussi un grand rôle d'antalgie, d'aide à la prise en charge de la douleur pour ce qu'on appelle conditionner nos victimes, c'est-à-dire les installer dans du matériel adapté pour limiter l'aggravation des blessures et les amener le plus rapidement dans des conditions de sécurité les meilleures possibles jusqu'au centre hospitalier le plus adapté. C'est quelque chose d'intéressant, quoi, de constructif pour toi là. Bah oui, complètement, parce que voilà, moi, quand on n'en fait pas souvent, c'est toujours bizarre de se retrouver avec des drogues et une seringue dans la main. C'est pas tous les jours. Du coup, c'est bien de le faire le plus souvent possible, quand on peut. Et en plus, j'ai Toto qui me surveille, donc je ne vais pas faire de bêtises. Il y avait un doute de lésion au niveau du bassin, et que le bassin, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop, parce que ça peut être très hémorragique. Donc voilà, c'est très douloureux et ça peut être très hémorragique. Donc là, je ne sais pas si c'est ça, parce que c'est dur de faire un diagnostic précis, quoi. Mais quand on a un doute, on considère que c'est ça et puis on traite. Donc j'y suis allé simplement pour lui immobiliser le bassin et la soulager et puis l'emmener rapidement aux urgences de Sallanches pour qu'elle ait une radio de bassin déjà pour commencer. Voilà. Mais bon, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Ouais, c'est possiblement un bassin. Voilà. C'est vraiment des super conditions pour apprendre le métier, je trouve. Les pistes et tout, on est confort et il fait beau. Je peux prendre le temps que je veux pour mettre la drogue, j'ai pas trop de pression. Tu crois que le fait d'être une fille en secours, ça peut changer un peu la sensibilité? Ah non, j'ai l'impression que les gens, ils s'en fichent. Oui, la différence, voilà, il faut qu'ils sortent de là où ils sont, ils ont mal. Pour le fait que je sois une fille ou un garçon, ils s'en fichent un peu, je pense. Et ça, j'ai bien reçu mon code commun avec Alors les moments durs, quand on... Il y a plusieurs sortes, il y a les secours où tu as des gens qui souffrent énormément. Ça c'est quand même assez dur de les voir souffrir. Surtout qu'on les manipule souvent comme on peut pour leur faire le moins mal, mais c'est pas toujours évident. Mais je dirais que c'est un peu dur, je trouve, mais on s'habitue un peu. Au début, je sais que ça m'a arraché le cœur de faire crier les gens, mais bon, après les médecins, ils les droguent. Du coup, ils me disent que sur le coup, ils ont encore mal, mais ils s'en rappelleront plus. Mais bon, ça fait quand même bizarre de les voir crier. Après, pour ce qui est des personnes décédées, moi, je n'en ai pas fait énormément. Du coup, mais c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Donc, je ne sais pas comment je vais réagir. Voilà. Des gens que je connais ou... Voilà, chacun me raconte un peu ses anecdotes et puis sa façon de se vider la tête. Voilà. Mais souvent, on discute, puis on essaye de faire avec, quoi.
Retour avec Stanislas, il vole en direction de Val Thorens auprès de l'enfant blessé. Quand on arrive sur les lieux d'une intervention, il faut qu'on prenne en compte premièrement des éléments d'environnement avec l'aide des secouristes. C'est le plus important presque. C'est déjà de savoir s'il n'y a pas de risque de suraccident. Cette estimation faite est une estimation de quelques secondes. On se préoccupe de la partie médicale en essayant d'avoir une approche la plus systématique possible. Ça, j'ai pas la place. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu ma place? Viens. Tout est symétrique, et les yeux qui vont de droite à gauche. Il répond de temps en temps à la joue. Tout à l'heure, il avait les membres raides. Tiens, il réagit là. C'est la première fois qu'il réagit comme ça, tu vois. Ah, c'est très bien, super. Voilà. Essaye de bouger. Ouvre les yeux. Il y en a qui tiennent le dos là parce qu'il tombe. On est vraiment on reste dans un schéma d'intervention médicale préhospitalière à la française, c'est-à-dire qu'on apporte presque l'hôpital au chevet du patient. Donc, je crois que... Il fait combien de kilos cet homme-là? Le but du jeu, c'est de pouvoir premièrement d'évaluer une situation, de déterminer assez rapidement si le patient qu'on a en face de nous nécessite des soins extrêmement urgents ou bien si on a un petit peu plus de temps. Je suis gentil, hein, toujours, c'est bon. Allez. On peut être amené aussi bien à mettre simplement une perfusion et on peut faire une médicalisation beaucoup plus importante et mettre les gens sous respirateur et coma artificiel pour les évacuer le plus rapidement possible vers l'hôpital le plus adapté. Le premier diagnostic posé, Stanislas doit vite décider s'il doit endormir, intuber, perfuser ou ventiler. Tous ces instruments de contrôle sont sollicités. C'est tout, dans le sac. La poche de devant. Damien, non, l'autre sac. Faut récupérer la bouteille, ouais. Ouais, pour faire comme ça, ouais. Et puis comme ça, on fait ça. Allez, sois fort. J'essaie de cacher les mamans, les aider voir. Vous êtes prêts, tout le monde est prêt pour lever? On lève. Encore. Encore, et on baisse. On baisse. Le plus urgent, c'est quoi? Bonjour. Je suis le médecin des urgences, du SAMU. Bonjour monsieur. Hein, donc votre fils là, il a... On va voir. Donc il a tapé a priori la tête, hein, c'est un traumatisme crânien. C'est vrai qu'il était inconscient quand on l'a pris en charge. Donc j'ai pris le parti de le faire dormir, hein, pour laisser le cerveau un petit peu au repos. Hein, donc là on va donc là pour l'instant, c'est-à-dire il est endormi et voilà. C'est moi qui l'ai endormi, c'est moi qui le fais respirer artificiellement. Hein. Et donc le but du jeu, ça va être de l'amener le plus rapidement vers l'hôpital de Grenoble, hein, le CHU de Grenoble. Donc 13 ans, une collision a priori contre un autre skieur. À la prise en charge, il a un Glasgow que je chiffre à 1, 2, 3, 5. Ouais, 5 à peu près. Ouais. Un jeune qui était casqué. Stanislas est en liaison avec la régulation du centre 15 pour indiquer le Glasgow, l'indice international de la gravité des blessures, ce qui va permettre de déterminer quel est l'hôpital le plus adapté. On va partir sur une collision, un jeune homme de 13 ans qui est entré en collision avec une petite fille de son couple.
Nous, l'alerte, c'était qu'il était inconscient. La prise en charge était effectivement inconscient. Il a fallu faire une réanimation assez lourde, donc on l'a endormi sur place et on l'a mis sous respirateur, voilà, pour le stabiliser avant de l'acheminer rapidement vers le CHU de Grenoble pour une prise en charge spécialisée, notamment en neurochirurgie. C'est ce qu'on appelle un secours lourd en fait, non? Ça fait partie des interventions les plus lourdes pour nous. Qu'est-ce qu'il faut espérer, je veux dire, maintenant, quoi? Les premiers éléments d'imagerie montrent que les lésions sont importantes et ce jeune garçon va nécessiter de la réanimation assez lourde pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les chiffres sont globalement superposables d'une année sur l'autre. On a quand même une petite augmentation régulière, mais dans l'ensemble, on se retrouve en fin de saison avec le même nombre de prises en charge graves, le même nombre de personnes décédées sur piste, le même nombre d'avalanchés. Qu'est-ce que tu en tires? Est-ce que tu as des conséquences à en tirer? Est-ce que tu as appris des choses durant cette saison? Pour ce qui est du vécu personnel et professionnel, on apprend de toute façon au fur et à mesure de toutes nos interventions, on en ressort quelque chose et ça nous fait progresser pour notre pratique professionnelle. Et au fur et à mesure l'expérience se forge au fur et à mesure des saisons finalement. Retour à Méribel-Motaré, en terrain plus calme, en tout cas pour l'instant. Il est tôt, 6h30, et ce matin au programme, le PIDA, pour déclencher les avalanches. Donc là on est parti en PIDA Gazex avancé. Donc on est parti de Motaré en avance par rapport aux autres pisteurs qui sont aussi PIDA qui arriveront derrière nous. Donc nous on monte en machine ce matin pour commencer à sécuriser le domaine. Au moyen de Gazex. D'où ça vient ce terme PIDA? C'est quoi PIDA en fait? Le PIDA c'est un plan d'intervention de déclenchement d'avalanche. Il est sur quel ordinateur? Le PIDA détermine toutes les pistes et tous les secteurs sur lesquels les artificiers vont intervenir de façon manuelle, à ski ou à l'aide de dispositifs automatiques. Non, à l'heure actuelle, il faut rester sur site, se mettre en contact avec Joël Gagne. Pour déclencher des avalanches à distance, le Gazex est le système le plus performant, mais aussi le moins dangereux puisqu'on peut agir depuis un bureau, tranquillement installé devant un ordinateur. Il consiste à faire exploser à distance un mélange gazeux de propane et d'oxygène. On est arrivé à destination, donc ce qu'on appelle communément chez nous G4 Platière. C'est un lieu-dit. Et de là, on va pouvoir libérer la machine et nous, on va continuer à pied. Il est 8h, ski au pied, Joël et Mathieu poursuivent le plan d'intervention sur les crêtes du Mouflon. Il a neigé toute la nuit et le vent a pris de la force ce matin. Comme dirait Joël, ça burle fort. Dans un sac, les bâtons de dynamite, dans un autre, les mèches et détonateurs. Le bon sens implique de ne pas les mélanger. Ici, on prend d'évidentes précautions. D'autant que ce matin, le sol est instable et il faut faire attention à ne pas se rapprocher d'une corniche. Elle pourrait s'effondrer à tout moment. Antoine, tu ouvres la bouche. Ouvrir la bouche au moment de l'explosion permet de protéger ses organes internes d'une onde de choc trop forte. Respire pas les gaz, par contre. Car ces gaz sont toxiques et peuvent provoquer un malaise.
pareil pour vous. Certainement plus serré dans un premier temps. Je te confirme ça, là, dès qu'il me rappelle. Donc là on est sur le secteur des Platières, mon secteur. Et donc on est sur les crêtes du Mouflon. Donc on déclenche, on essaie de déclencher les avalanches, donc toujours dans le cadre du PIDA. Et donc il y a un couloir qui est susceptible d'arriver sur la piste du Mouflon. Donc voilà, mais là on ne voit pas de résultat, donc on continue et on va au point de tir suivant. Les jours de PIDA, les détonations s'entendent à plusieurs kilomètres à la ronde. Le bruit est sourd, la déflagration importante, un bruit familier des vacanciers des sports d'hiver. À cette heure-là, en principe, ils prennent leur petit déjeuner sans se douter du travail opéré sur les pistes. « 15 secondes. Ce matin-là, en tout, Joël et Mathieu feront partir 3 coulées, dont une court jusqu'à la piste du Mouflon. L'enjeu du PIDA est de taille pour les stations de ski qui souhaitent protéger des milliers de skieurs de cette épée de Damoclès, l'avalanche, si prompte à emporter les vies et à assombrir une saison. Bon ben voilà. Être pisteur, c'est exercer un métier à part qui requiert énormément d'endurance. Pas de place à l'amateurisme, tous sont diplômés de l'École nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix. Ceux qui sécurisent le domaine en déclenchant les avalanches possèdent en plus une qualification d'artificier. Avant de passer le diplôme de pisteur, il y a un test à ski. Et ce test à ski il est éliminatoire. C'est là où il y a le plus gros déchet dans la profession. Il faut tenir debout. On ne nous demande pas d'avoir un style, on n'apprend pas aux gens à faire du ski. Nous on est des 4x4 de la montagne. Pour nous, pisteurs, on aime bien un peu se mettre en condition, un petit peu en condition engagée de temps en temps. Ça nous change un petit peu du quotidien quand il fait super beau. Et puis c'est être solidaire entre nous. Et ça c'est bon ça. Hier on a fait un secours hors piste, on a un petit peu chié, mais ce matin on s'est dit bonjour différemment. Et ça c'est bon quoi. Ce travail est loin d'être anodin. La veille, avec Mathieu, ils ont effectué un secours sur un secteur hors piste. Une coulée s'est déclenchée et a emporté un skieur. Le ski hors piste n'est pas hors la loi, mais cela reste plus dangereux que le ski sur piste, car rien n'est sécurisé. Là, c'est la vraie montagne. Restez allongés, on va vous couvrir, vous allez avoir moins froid. Ok. Ouais, attends, c'est pas de bol de prendre une avalanche. Ouais, c'est surtout du bol d'être là à nous parler, surtout. Hein, on va dire. On va positiver dans un le peu. malheur, C'est c'est ce du que bonheur. j'ai. Voilà. Au pire, vous avez un genou. Tous les jours, des gens se font le genou. C'est bon. Ouais, moi, c'est la 5e fois. Là, Là, il va falloir se mettre un peu je sais pas, aux échecs. Celle-là, la grosse, là. En fait, on était sous le gazex. On a coupé à droite. On a fait un virage et puis... Les douleurs, c'est toujours pareil? Toujours pareil, j'ai un petit peu mal à la cuisse là maintenant. Okay. Mais... À la cuisse? Tu m'inclines un peu la barre. Je pense que ça va. À ce niveau-là, vous avez pas mal? Non, c'est de l'autre côté. Il est d'accord. J'en ai pas grand-chose devant. Je pourrais être mort là. C'est bien d'en prendre conscience. Moi, je sais pas si je me suis pas fait mal, quoi. T'as un bâton là, Benoît là. Allez, roule. Non, ouais. Le traîneau, ça nous permet d'intervenir sur piste. Et la barquette, donc le traîneau se conduit tout seul. Okay. Et la barquette nous permet d'aller hors piste. Sauf que là, on doit être à deux pisteurs pour intervenir hors piste en barquette. Donc on est intervenu sur une personne qui skiait hors piste et qui a déclenché une petite coulée. Et donc cette personne s'est fait traîner par la coulée, a sauté une petite barre rocheuse au-dessus de nous.
Et donc elle se plaint d'une coupure importante au front et d'un traumatisme au niveau du genou. Voilà. Donc là, moi aujourd'hui, pour moi, j'arrête là parce que j'ai le chien d'avalanche donc, qui est en poste au sommet des Platières. Et je suis tout seul comme maître chien sur la vallée de Méribel aujourd'hui. Et on a quand même un risque assez important d'avalanche. Et la preuve, elle en est là aujourd'hui et maintenant. Et on a déjà eu 2 alertes ce matin. Donc je vais me rapprocher de mon petit toutou et puis voilà. Ouais, allez, tout à l'heure. Merci les gars. Merci Matt. Merci Nono. Bon, mon Au début, j'ai appris le secours. Les anciens m'ont un peu drivé. Parce qu'au départ, on a son idée à nous, qui est bien propre à nous, du métier de pisteur. Mais en fait, le métier de pisteur, c'est un travail d'équipe. Et il faut qu'on rentre dans ce moule-là et travailler tous les uns avec les autres. Pierrot le dingo, dit qu'en coyote. Pierrot le dingo, exactement. C'est bien d'avoir du sang neuf. La jeunesse qui arrive, même si je ne suis pas vieux, hein. Mais la jeunesse qui arrive, c'est bien, ils sont motivés, ils ont envie de faire du ski. C'est pas des gens qui sont casaniers de la cabane de secours. Arrête les patates, Joe. Nouvelle alerte, un snowboarder est passé par-dessus une barre rocheuse de 10 mètres. Les traumatismes peuvent être sévères. Aujourd'hui, c'est Pierre qui intervient. L'alerte avalanche étant très élevée, Joël reste en arrière-poste. Ils ont sauté cette barre. Rocheuse. Chaud, hein. Je vais les voir. Bonjour. C'est toi qui as sauté la barre. On arrive sur une victime, ça c'est vraiment le b.a.-ba du secourisme. On protège d'un éventuel suraccident. On fait un premier bilan circonstanciel. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ici ça va? Yeah. Ok. Okay, what's your name? Rob. Dan. Yes, that's okay for you. The elbow is okay. You had to do an X-ray with the doctor, you know. It will be better for you. I'm not doctor, you know. I can't tell you, oh no, that's okay. On peut assister un médecin qui arriverait par hélicoptère ou par scooter ou par n'importe quel moyen. On peut assister un médecin à sa demande, mais par contre, on n'a pas de rôle de médecin, on n'injecte rien. Même maintenant, dans les postes de secours, avant, on avait encore de l'aspirine ou des choses comme ça. Maintenant, on n'a plus rien. C'est qui arrive sur le secours, là? Et ces skieurs, me direz-vous, ces accidentés de la piste, se sont-ils seulement posé la question du financement des secours? Attention pour lever, levez, allez. Sur les pistes, il faut financer les interventions par l'intermédiaire des assurances. Au-delà des remontées mécaniques, c'est la haute montagne où le forfait n'est plus valable. Là, le secours est gratuit. Ce sont les CRS secouristes ou le PGHM qui interviennent. Quant à Joël, il n'a pas eu à intervenir cet après-midi. C'est la fin de sa journée, l'heure de la fermeture des pistes. La journée se termine, donc on a fermeture de piste. Donc on plie les sauts ralentir, l'indication qu'on met en place le matin à l'ouverture des pistes. Le soir on enlève pour faciliter le travail des machines et pour rendre des pistes complètement damées, fraisées pour la clientèle de demain. Les Vanecs là? La Vanec, on descend au vestiaire, on rentre chez nous. Voilà, on ferme la piste. Alice continue à parfaire son apprentissage au sein du PGHM. Elle devrait bientôt obtenir sa qualification comme guide de haute montagne. La jeune fille de 11 ans qu'elle avait secourue aux Contamines s'en sort finalement avec une forte contusion au bassin,
mais pas de fracture. Stanislas a terminé sa saison. Dans quelques jours, il sera de retour au centre hospitalier d'Albertville-Moutier. Le jeune garçon inconscient est sorti du coma, mais la rééducation sera longue et les séquelles sont encore difficiles à évaluer. Cet hiver, sur le secteur de la Tarentaise, Stanislas a effectué 30 secours sur une quinzaine de jours de garde. Joël va bientôt quitter ses skis et retrouver son métier d'origine, celui de menuisier, comme si la vie continuait, comme si de rien n'était. Il a recroisé le snowboarder en pleine forme sur les pistes. Quant à l'avalanché, son genou continue à le faire souffrir. Joël et Vanek n'auront eu à intervenir que sur une avalanche cette saison, mais leur secteur, les Platières, aura connu plus de 200 secours. Alice, Stanislas, Joël, 3 secouristes comme les autres, mais des sauveteurs en montagne, hors du commun.